Bonjour. Bonjour et bienvenue. Je laisse un des micros et puis vous le ferez passer. On commencera par... Bonjour et bienvenue au sommet de l'élevage, à Cournon, en direct de Cournon. Je suis Gabrielle Dufour, responsable communication de Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Et je suis ravie d'animer cette table ronde avec des personnes passionnantes sur l'agrivoltaïsme et notamment sur le titre qu'on a choisi, c'est vers une charte agrivoltaïque vertueuse pour l'élevage bovin. Donc, pour nous aider à trouver un peu de contexte, je vais commencer par interroger Jérôme Pavie. Alors Jérôme, peut-être présentez-vous, vous et l'IDEL, l'Institut de l'élevage, et puis la façon dont vous travaillez sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Oui, bonjour à tous. Alors l'Institut de l'élevage, c'est un institut technique de recherche appliquée qui travaille uniquement sur les productions de ruminants. Donc du coup, on est concerné par la prairie et par les élevages qui vont l'exploiter. C'est donc un institut qui travaille de la génomique jusqu'aux marchés mondiaux, toutes les dimensions techniques, économiques, sociales même de l'élevage de ruminants. Voilà, 350 personnes réparties sur le territoire. Et c'est une association avec un conseil d'administration où sont représentées toutes les fédérations d'élevage et donc tous les grands acteurs de l'élevage français. Voilà, donc nous sommes intéressés à l'agrivoltaïsme en 2019, quand les premiers développeurs sont venus à notre contact lorsqu'il y a eu la possibilité d'étendre les centrales photovoltaïques au sol qui étaient avant déployées sur les terres artificielles ou sur les zones non cultivées, non agricoles, sur les terres agricoles. Et donc à partir de ce moment-là et des premières injonctions qui sont apparues, notamment les obligations de maintien de l'activité agricole, de la synergie entre production agricole et énergie, eh bien, des développeurs sont venus, comme TSE d'ailleurs, sont venus nous voir pour voir comment on pouvait organiser cette synergie au mieux et coordonner les deux activités, à la fois agricole et production d'énergie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition aujourd'hui de l'agrivoltaïsme ? Eh bien, l'agrivoltaïsme, c'est la combinaison de deux productions. D'abord, une production agricole qui doit rester majoritaire dans les structures et une production d'énergie. Alors, on a déjà vu en agriculture d'autres productions d'énergie se développer, comme la méthanisation, notamment les questions de biomasse également. Et donc, la question est de trouver la bonne articulation entre les deux, de garder un équilibre. Parce que le but, c'est que les surfaces agricoles restent des surfaces agricoles productrices de biens agricoles consommables par le consommateur, nous, et qu'il n'y ait pas de substitution. Donc, si on est passé sur les terres agricoles en 2019, c'est que la loi de programmation énergétique pluriannuelle avait fixé en 2030 des objectifs très élevés de 40 gigawatts de production, et qu'on ne pouvait pas atteindre de toute façon par les toitures existantes, les zones encore en friche potentiellement utilisables, et que finalement le constat c'était qu'il fallait trouver d'autres surfaces et que le réservoir des terres agricoles était presque inépuisable. Voilà. Donc il y a une mise à contribution des terres agricoles et du monde agricole. D'accord. Peut-être on va poursuivre avec Bertrand Drouot. Alors Bertrand, je vous laisse vous présenter aussi et expliquer comment TSE travaille peut-être avec les agriculteurs. Bonjour à tous, Bertrand Drouot-Lermine, je suis directeur général de TSE, délégué au développement. TSE, en fait, c'est un acteur historique du solaire. C'est une émanation d'acteurs qui sont la première génération des entreprises qui ont développé du solaire en France, donc en 2008. Et nous, on a eu la conviction très tôt que le foncier agricole allait être un foncier indispensable pour pouvoir développer les enjeux et les objectifs du déploiement des énergies renouvelables et de la transition énergétique en France. Et donc, on s'est intéressé au sujet à partir de 2018, à un moment où on commençait à voir la possibilité de le faire. C'est-à-dire que le prix du revient de l'énergie solaire baissait et continue à baisser, d'une part, et les prix de l'énergie devenaient gérables pour pouvoir repenser complètement notre modèle et être capable de faire cohabiter les enjeux, et donc de faire cohabiter la production d'énergie solaire avec des enjeux qui sont soit agricoles, soit environnementaux. Et donc on a investi à partir de 2018 en R&D beaucoup sur ces sujets, pour essayer, en partant d'un double principe qui était ne pas changer ou changer le moins possible la pratique agricole de l'agriculteur avec lequel on allait cohabiter, et 2,
être capable de développer une solution qui amène un vrai service à l'agriculteur et à l'agriculture, qu'elle soit en élevage ou en culture, autre que simplement un revenu complémentaire. C'est vraiment ce qui a drivé toute notre réflexion et qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un acteur avec des solutions qui ont vraiment été pensées pour le monde agricole et qui vont continuer à évoluer dans cette logique-là. Alors, cette synergie entre agriculture et production d'électricité et production d'énergie, elle est vraiment au centre de vos deux interventions déjà, et puis elle est au centre de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des chartes en plus? Est-ce que la loi n'est pas suffisante? Est-ce qu'il y a des spécificités? Il existe une charte ovine. Pourquoi il faut faire une autre charte, une charte bovine? Et puis pourquoi ces chartes qui se multiplient? Alors, la multiplication des chartes, c'est indispensable et en même temps, il faut homogénéiser tout ça. On a vu que chaque chambre d'agriculture développait sa charte dans les départements et on a besoin d'une homogénéité à travers le territoire. Et donc, la logique de filière est probablement une très bonne logique parce qu'elle permet de développer des services qui répondent à un besoin finalement qui va être un peu transverse sur tout le pays. Pourquoi est-ce que l'agrivoltaïsme est important dans les objectifs de la PPE? En fait, on est aujourd'hui à un changement de paradigme majeur. C'est qu'il y a une crise de capacité monstrueuse en France, de capacité de production énergétique, et on sait que dans les 15 ans qui viennent, on a quitté l'ancien monde, qui était un monde dans lequel on avait une consommation d'énergie stable dans le temps et une disponibilité du parc nucléaire qui l'était également. Et en fait, aujourd'hui, tout ce modèle a explosé. Les dernières prévisions d'RTE disent qu'on va passer de 450 TWh d'électricité consommée en France aujourd'hui à entre 560 et 700 dans les scénarios les plus élevés en 2035. Donc on est sur une accélération monstrueuse de la consommation d'électricité parce qu'il faut décarboner notre mix énergétique, qu'il faut en fait prendre les 61% du mix énergétique français qui est fossile et le décarboner. Donc ça c'est la mobilité et c'est l'industrie essentiellement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse nucléaire dans cet intervalle de temps, donc c'est le renouvelable qui va amener ces capacités additionnelles. Et pour le faire, il faut sortir de ce qu'on a connu. Il faut sortir d'une logique de terrain dégradé, il faut sortir des toitures. Il faut le faire, il faut faire tout ce qu'on peut faire, mais les enjeux et l'échelle du besoin est telle qu'on a eu besoin et on a eu la possibilité de repenser notre modèle. Et donc de ne plus être dans un modèle qui était le modèle passé du solaire au sol, c'est-à-dire de densifier l'installation de panneaux sur les terrains dégradés sur lesquels il n'y avait aucune forme de conflit d'usage, pour repenser complètement nos solutions, pour être capable de cohabiter avec des enjeux, et des enjeux agricoles, et de leur apporter un vrai service. Donc ça, c'est pour la partie énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de chartes? On a besoin de chartes parce qu'il est clair que l'agrivoltaïsme ne marchera que s'il est vertueux pour l'agriculture. Et ça, c'est vraiment la notion primaire de toute notre réflexion et de ce qui doit se faire. Et on le voit bien, même sur la charte de la FNO, pour prendre l'exemple, c'est effectivement une charte qui est arrivée alors qu'on n'a pas encore de charte sur le monde bovin, par exemple. Mais c'est une charte qui a été pensée dans l'ancien monde. C'est une charte qui a été pensée avec des solutions de centrales au sol fixes. Or, c'est une mauvaise solution pour l'agrivoltaïsme. Donc on est en train de sortir collectivement avec les gens qui travaillent vraiment ce sujet de l'énergie solaire, des solutions qui sont beaucoup plus adaptées et qui vont amener un service beaucoup plus mesurable et important à l'agriculture. Et donc ces chartes, oui, on a besoin qu'elles existent pour standardiser un peu l'approche et bien définir qu'est-ce que c'est qu'un service rendu à l'agriculture, le caractériser et s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas des projets alibi qui sortent partout parce qu'il y en a un paquet sur le territoire. Et donc, on a besoin de ces chartes. Et la charte sur le bovin doit sortir de la même façon parce qu'on a besoin de donner un cadre et d'expliquer concrètement qu'est-ce qu'un projet vertueux en agrivoltaïsme sur le bovin, comme pour le vin, avec ses spécificités. Oui, on en reparlera un petit peu plus tard. Vous nous expliquerez un petit peu la solution et en quoi elle consiste. Je me retourne vers vous, Bruno. Bonjour tout le monde. Bruno Maluret, vous êtes éleveur. Oui, éleveur dans l'Allier. Voilà. Et je siège au sein de la CDPNAF, qui se réunit tous les mois et qui examine justement 2 à 3 projets d'agrivoltaïsme. Alors, vous n'avez pas de projet agrivoltaïsme vous-même. Par contre, vous jugez du caractère agricole des projets que vous voyez défiler. Alors, on est très intéressé par votre retour d'expérience parce qu'on parlait de projets à Libye et peut-être que vous allez nous en parler aussi. C'est vrai que ça fait 1 an que je vais à la CDPNAF et on est toujours dans des projets où l'agriculture n'est pas mise
en premier lieu, c'est l'apporteur de projet, et après vient en second l'agriculteur, et donc les projets sont, les trois quarts c'est tout refusé à cause de ça. Vous pouvez nous donner un exemple d'un projet qui est vraiment où le projet agricole est On a secondaire? trouvé un exploitant, il a 61 ans ou 63 ans, il va se tourner vers le mouton, il n'en a jamais fait, c'est pas un problème, et puis voilà. Mais on n'a aucune structure juridique entre le propriétaire, celui qui fait le projet et l'exploitant, il n'y a rien. D'accord. Donc vous allez peut-être pouvoir nous éclairer tout à l'heure sur le caractère agricole et non agricole. Donc une charte bovine, il y en a besoin peut-être. Tout à fait. Oui. Pour encadrer et pour des bonnes pratiques. Et puis qu'il y ait une bonne relation entre le propriétaire, l'exploitant et celui qui monte le projet, l'entreprise qui monte le projet. Ça pour vous c'est essentiel? Oui, tout à fait. Oui, que le projet soit co-construit entre un énergéticien et puis un agriculteur. Et puis qu'il y ait un engagement, qu'on soit sûr que c'est dans la durée, Oui. qu'on s'engage sur 15 ou 20 ans. Oui. Voilà. Ok, on va dire un petit peu plus tard tout ce qu'on va mettre dans la charte justement sur ces différents sujets. Je me retourne vers vous, Raphaël Collat. Vous êtes directeur de Feder Élevage. Non, pas directeur. Pardon. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Raphaël Collat, donc moi je suis responsable d'un centre d'allottement donc de la coopérative Feder. Donc nous on est une coopérative d'éleveurs et notre métier de tous les jours c'est de valoriser au mieux la production de nos éleveurs, donc à la fois au niveau de leur production bovine et ovine. Et malgré cette volonté de valoriser au mieux, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain nombre d'années, ce sont des productions, le mouton ça fait plus longtemps, mais le bovin, depuis 7-8 ans, on est sur un déclin de notre cheptel. Et donc depuis, on s'est toujours très investi dans le photovoltaïque. Sur les bâtiments, on a été assez moteur. On n'a jamais investi, on a investi un petit peu au niveau de nos centres, mais jamais investi pour nos éleveurs. Mais donc au niveau de l'agrivoltaïsme, on est dedans depuis à peu près 4 ans là, avec TSE, où on a commencé de réfléchir à des choses et voilà, parce que nécessaire diversification de la production de nos éleveurs, parce que voilà, le nombre de vaches, il faut, avec l'augmentation de tous les intrants et tout, il faut aujourd'hui aller vers de l'autonomie, et je pense que l'agrivoltaïsme est un moyen d'aller vers de l'autonomie à plusieurs niveaux. La création de valeur ajoutée. De la création de valeur, et même, je pense, par rapport à notre changement climatique, aujourd'hui, d'être exposé au soleil toute la journée, c'est peut-être pas forcément... aujourd'hui, ça devient dangereux d'être exposé au soleil toute la journée, donc mettre à l'ombre la plante un petit moment de la journée, c'est peut-être pas une connerie. Vous avez combien d'éleveurs à Feder Élevage? Nous, alors, on est une coopérative qui rayonne sur on a 3-4 départements principaux, mais on rayonne sur 15-17 départements, 4500 éleveurs, on commercialise 200 000 bovins, 150 000 moutons, mais on est une union et on reste proche de nos éleveurs, parce qu'on a 11 centres d'allottement répartis sur notre site, où on a bien souvent des fermes, d'accord, parce qu'on a aussi des fermes qui nous servent de support pour garder des animaux, et sur ces fermes, on essaye de montrer, on est sur de la diversification et une nécessaire évolution des structures de nos éleveurs. Alors vous voyez ça, on le comprend comme une opportunité pour les éleveurs de Feder, de créer de la valeur, de la diversification, c'est votre stratégie. Est-ce qu'il y a quand même des risques, on est là pour aussi en parler, pour des points d'attention à avoir, à noter sur une charte? Est-ce que vous avez, sans rentrer dans le détail, on va aller un peu plus dans le détail ensuite, mais est-ce que vous avez des points d'attention pour vous qui sont... sur lesquels il faut faire attention? Si, et on est sur les deux tableaux, là, nous, à la fois sur un projet au sol, mais qui est plus du tout comme sur les projets au sol qu'il y avait il y a 4, 5, 6 ans, et sur aussi un projet agrivoltaïsme, où on a été, dans le cadre de la construction avec le partenaire TSE, où on a été force de proposition, et des choses qui, au départ, il y a 3-4 ans, semblaient impossibles, et devient du possible, et qui n'est plus une contrainte pour l'exploitation, parce que si cet agrivoltaïsme doit être une contrainte, aujourd'hui les contraintes, les éleveurs ils en ont assez, d'accord, administratives, tout ce que vous voulez. Donc, mais il y a moyen aujourd'hui d'élaborer des projets où l'agrivoltaïsme, la production photovoltaïque sera un plus. Et je pense qu'on peut faire sans moins pour l'agriculteur. Voilà. Et vous dites, mettons-nous autour de la table et soyons présents pour discuter de choses qui nous concernent.
On échange tous les jours avec les différents intervenants et voilà, il y a moyen de construire des choses sans baisser la production agricole. Parce qu'elle baisse assez comme ça naturellement. Voilà. D'accord. Alors on va rentrer dans des considérations un petit peu plus techniques. Je viens de mettre cette jolie photo de synthèse qui représente peut-être un futur projet. Alors je vais d'abord vous demander à vous. Comment vous avez imaginé chez TSE justement un projet technique qui soit en relation avec les besoins de l'éleveur et les besoins du cheptel? Alors d'abord, on l'a imaginé pas en chambre tout seul, mais on a à la fois beaucoup d'expertise agronomique et des gens qui sont des agriculteurs, des anciens agriculteurs chez TSE. Et en discutant énormément avec des gens comme le FEDER, avec Raphaël. Comme disait Raphaël, ça fait 4 ans qu'on discute avec eux. Donc tout ça, ça a été rendu possible par l'évolution de notre métier, l'évolution du modèle économique de notre métier qui rend aujourd'hui possible le fait d'aller vers des solutions qui sont plus coûteuses qu'une centrale au sol fixe et qui sont aujourd'hui espaçables. Et une fois qu'on a intégré ça, nous on s'est dit ok, on doit repenser notre modèle, on doit trouver quel service on va apporter. Et donc en fait on mène, c'est une expérimentation permanente. Donc là on est en train de développer des pilotes. On a un programme d'une 15aine de pilotes un peu partout en France. Raphaël en a mentionné un effectivement dans l'Allier, on en a un peu partout en France. Et l'idée c'est de tester en fait 3 dimensions fondamentales dans l'élevage qui sont le bien-être animal. Et je pense qu'on est tous d'accord pour voir que quand on se balade en été dans les routes de notre joli pays, on voit des animaux qui se tassent contre les haies ou pour aller chercher des points d'ombre qui sont assez peu existants. En plus, il y a plein d'endroits où on a supprimé les bocages, donc il y a un premier sujet qui est bien-être animal. Un deuxième sujet, évidemment, qui est la notion production. Donc on va regarder, que ce soit en laitier ou en viande, comment les productions évoluent avec des solutions de ce type-là. Et une troisième dimension qui est fondamentale, qui est l'ensemencement et la notion de temps de pâture. C'est-à-dire que si on arrive à trouver des mélanges de prairies, de variétés qui vont permettre, en fonction de l'environnement pédoclimatique et de l'existence d'un système comme ça, alors le système, en fait, on le voit, c'est une solution tracker qui suit la course du soleil d'est en ouest au fur et à mesure que la journée avance et qui va balayer en fait la prairie en dessous d'un ombrage qui va venir baisser un peu la température, baisser un peu l'évapotranspiration et donc retenir un peu plus l'humidité. Et normalement, en allant chercher des semences des semences qui vont mieux résister à ça, on espère arriver à montrer qu'on va augmenter le temps de pâture. Parce que les plantes vont mieux pousser plus longtemps et que... donc on va tester ces 3 dimensions-là. On va tester aussi beaucoup de concepts de pâturage tournant pour trouver le meilleur équilibre possible entre une restriction de la production solaire au moment où les pâtures sont autour pour vraiment, évidemment, intégrer la présence des animaux et leur bien-être autour. Et c'est un protocole qui est construit en partenariat avec l'IDEL, avec les chambres d'agriculture, avec des coopératives, un peu partout sur le territoire, et très ambitieux. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir apporter beaucoup de données, parce que les chambres d'agriculture ont besoin de données pour qu'on puisse étayer les bénéfices que nous, on anticipe ou qu'on a pu tester comme ça en laboratoire pour voir comment ça va se matérialiser dans la vraie vie. D'accord. Tout à l'heure, je demanderai à Jérôme Pavie peut-être de clôturer cette partie technique avec son expertise. Mais pour l'instant, je voudrais, Raphaël Collat, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport aux éleveurs, à ce qui vient d'être dit, un passage au pâturage tournant, ça vous paraît, c'est un changement, c'est quand même des changements de pratique, des changements. Est-ce que vos éleveurs ils sont prêts à changer? Est-ce que ce système peut quand même convenir à leur propre façon de travailler? Enfin, quel est finalement l'impact de ces nouvelles structures sur la conduite d'un troupeau? Aujourd'hui, le pâturage tournant, c'est quelque chose que les instituts prônent depuis très très longtemps pour l'exploitation de l'herbe. L'argument qui était mis en avant le premier pour ne pas le faire par un éleveur, c'était l'investissement. Parce que c'est vrai que pour faire du pâturage tournant, il faut mettre de la clôture, il faut mettre des abreuvoirs, il y a tout un certain investissement qui est à faire au départ. Là, avec les alignements de poteaux, de panneaux, de machin et tout, je pense que 80-90% des investissements qui doivent être faits pour le pâturage tournant vont être faits par l'investissement photovoltaïque dans le cadre
Des projets sont prévus, des abreuvements, parce que les parcelles vont être divisées à peu près en 5 lots. Donc l'essentiel de la contrainte que l'éleveur nous mettait en avant, il va être pris en charge par l'investissement photovoltaïque. Et après, le travail de changement de l'eau, on le voit sur les premiers, les éleveurs qui sont passés à ça depuis 5-6 ans, c'est une contrainte au départ de travail, mais c'est vite un gain de temps et un gain d'argent. Et pour les éleveurs et pour le confort du travail et pour le troupeau, les performances du troupeau, est-ce que ça a un impact ? Je pense que le pâturage tournant, l'objectif c'est d'avoir de l'herbe jaune à pâturer. Ouais, ça a un impact très fort parce qu'aujourd'hui, une herbe, entre la manger à un stade et la manger à un autre stade, sa valeur est juste coupée en 4. Donc ça a une importance qui est pas non négligeable, elle est primordiale, quoi. Donc une herbe pâturée au bon stade et à un stade plus avancé, la croissance va de 300-400 grammes jour à 1300-1400 grammes. Voilà. D'accord. Bruno, peut-être même si vous n'avez pas de projet photovoltaïque, est-ce que votre regard d'éleveur sur ce qui vient d'être dit ? Il a raison de ce qu'il dit. Déjà, il va y avoir les poteaux et tout, c'est facile à faire les parcs et tout, hein, il n'y aura pas de problème. Il y aura la maîtrise peut-être pour la pousse de l'herbe au mois d'avril, avril-mai, c'est là où il faudra beaucoup de cheptel, c'est tout. Puis après, on réduit sur juillet-août. Hein. Oui. Jérôme Pavie, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu la liste finalement du cahier des charges, qu'on pourrait dire, pour les bovins, et de peut-être ce qu'il faudrait, c'est un exercice pas facile que je vous demande, mais peut-être ce qu'il faudrait noter sur la charte pour être sûr que le bien-être animal, la pousse d'herbe, la performance du troupeau soit respectée. Bon, alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la pose de panneaux sur des prairies, ça pose encore beaucoup de questions dont on n'a pas les réponses technico-économiques. On ne connaît pas bien l'incidence de l'ombre sur la production de biomasse. Alors, on peut penser qu'effectivement, ça réduit le stress thermique estival et que ça favorise le maintien de la production d'herbe. Mais sous certaines structures très basses avec des ombres très fixes, je pense aux anciennes infrastructures basses type ovine, et dans des régions où il n'y a pas forcément de stress thermique d'été, on peut penser qu'au contraire, la diminution du rayonnement va procurer une diminution de la photosynthèse et une réduction de la production. Donc selon les contextes, je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse universelle. Elle peut être variable selon les contextes de production. L'Institut de l'élevage, nous, on n'est pas un bureau d'études pour porter des projets avec les développeurs. On est là pour éclairer la connaissance et produire des références pour les éleveurs, de manière à ce que la profession s'engage avec toutes les cartes en main et sache adapter la conduite des troupeaux à la présence de ces infrastructures sur les prairies. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de répondre à des questions agronomiques. Donc, est-ce qu'on produit plus d'herbe avec des panneaux ou pas ? Est-ce que la flore évolue en fonction de la présence de l'ombre ou pas ? Donc la composition floristique, vous l'avez évoqué, c'est important. C'est aussi une des conditions de valeur alimentaire de l'offre de pâture. On se pose des questions sur les impacts zootechniques. Est-ce que de mettre des troupeaux dans des centrales, ça a des conséquences sur le bien-être animal ? Alors bon, on ne va pas faire des études très scientifiques pour montrer que quand il fait chaud et quand il fait beaucoup de soleil, les animaux sont à l'ombre et ils sont sous les panneaux. Mais on peut se poser la question de savoir si la vie des troupeaux dans un champ électromagnétique ne perturbe pas leur production, leur reproduction, la qualité des produits. Et ça, il y a zéro bibliographie mondiale. On ne sait rien là-dessus. Donc il va falloir s'inscrire dans des suivis techniques dans le temps pour essayer de voir comment évoluent dans les exploitations qui ont mis en place des centrales les performances zootechniques des animaux. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est des questions autour du modèle économique. Comment on équilibre la rente énergétique et le chiffre d'affaires de l'exploitation par la production agricole ? Comment est-ce qu'on ne crée pas de menaces de substitution ? Donc, quelles sont les proportions à respecter entre la part de terrain couvert par des panneaux et la part non couverte. Il y a aussi des questions qui portent sur les conséquences en termes de travail pour les éleveurs. Avoir des poteaux, malgré tout, c'est une infrastructure qui vient s'ajouter à la conduite des prairies, qui peut-être quand même être considérée comme une contrainte.
Donc voilà, toutes ces questions-là, à mon avis, doivent être abordées. Alors bien sûr, après, dans les éléments techniques de construction des centrales, il y a des points clés, hein, comme le point bas, pour ne pas perturber les animaux. Et un minimum peut-être sur la charte. Voilà, donc il faudra un minimum de largeur entre les rangées pour faciliter la mécanisation des infrastructures, parce qu'on plante une prairie et une centrale pour 30 ans. La prairie, elle ne va pas durer 30 ans sans changer. Donc il va falloir l'entretenir, la fertiliser, peut-être la ressemer entre-temps. Donc il faut que tout ça soit mécanisable à minima. Donc ça, il faut se garantir de ça. Donc il y a toutes ces conséquences, tous ces éléments techniques qu'il faut mettre dans une charte. Et il faut aussi mettre dans la charte tous les cas critiques de transfert de propriété de ces centrales. C'est-à-dire, on doit maintenir l'activité agricole, mais quand l'exploitant s'en va, si le propriétaire ne retrouve pas d'exploitant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Si le propriétaire retrouve un exploitant, qu'est-ce qu'il fait de la part de rémunération quand il était lui-même exploitant propriétaire? Est-ce qu'il renchérit son fermage ou est-ce qu'il redonne la totalité de la part exploitant à l'exploitant? Tout ça sont des questions qui méritent d'être posées et qui peuvent être des sources de problèmes un peu éthiques et de conflits entre propriétaires, exploitants et usagers. Et tout ça mérite d'être travaillé, réfléchi et avec des solutions qui soient exprimées dans une charte. La charte, ce n'est pas qu'un point bas, une largeur de table, c'est aussi comment ça se passe quand on est face à des situations un peu compliquées. Et l'objectif de la charte, vous l'avez tout à l'heure présenté sous l'angle des intérêts pour le développeur. L'objectif de la charte, c'est aussi les intérêts aussi pour l'agriculteur, comment on le protège, comment il va pouvoir produire de manière facilitée, quel service ça va lui apporter, quel service on lui garantit d'ailleurs avec ça. Et voilà, c'est tout ça, tous ces champs doivent être couverts dans une charte de bonne pratique. Merci Jérôme Pavie. Du coup, vous avez balayé à peu près tous les thèmes. On vous remercie. J'aimerais, Raphaël Colas, que vous nous disiez, vous, alors en tant que COP, vous avez des projets de grappes d'installation de structures agrivoltaïques chez plusieurs éleveurs qui sont relativement voisins. Quelle réflexion vous avez justement sur des garde-fous pour éviter des problèmes avec le voisinage, pour éviter tout ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi, cette compétition entre la production d'électricité et la production agricole? Oui, là, on a démarré un projet en collaboration avec TSE sur des éleveurs adhérents et non adhérents à la coopérative. C'est un projet de territoire et où l'objectif au départ est bien de la diversification. On a aujourd'hui sur des structures, sur notre zone, à peu près 150, 170 hectares individuels ou sociétaires, de 150 à 200 hectares. L'objectif, c'est pas de mettre 50 hectares de la structure, aujourd'hui, les projets vont se limiter. On a limité d'abord les projets à 15 hectares. Voilà, vous avez limité vous-même? Pour en faire profiter le maximum d'éleveurs sur la zone, mais aussi pour d'un point de vue intégration dans l'environnement, parce que ça a été un point important dans le projet qu'on a fait sur les terrains de la coopérative. L'intégration est primordiale, d'accord. Sur le projet du départ qu'on avait au niveau de la coopérative, on a supprimé au moins 30 ou 40%, parce que du photovoltaïque ou de l'agrivoltaïsme le long d'une route passagère où il passe des milliers de véhicules par an, pour arriver à l'intégrer et ne pas choquer un certain nombre d'éleveurs. Oui, donc, et puis les riverains, la société aussi s'interrogent un peu sur ces nouvelles structures et parfois à juste titre, ils peuvent avoir des inquiétudes tout à fait légitimes. Voilà. Et donc on a, dans le cadre du projet, là, c'est de bien prendre l'intégration, hein. Mais aujourd'hui, avec le paysage qu'on a sur nos zones de bocage, avec des pentes et tout, on a moyen d'intégrer des surfaces pour qu'elles ne soient pas vues on va dire, de toute une partie des voisins qui font partie des zones rurales. Et donc parce qu'après 30 ou 40 aujourd'hui, les projets qu'on voit émettre qui sont sortis sur des montages, on ne sait pas trop comment, de 40-50 hectares d'un seul tenant, l'intégration paysagère, elle est quand même plus compliquée. Moyenne. Donc vous diriez, on met sur la charte bovine de limiter à tant d'hectares sur une installation agrivoltaïque chez les éleveurs bovins.
Oui, enfin, et c'est surtout parce que Ou un pourcentage? Est-ce que c'est un pourcentage de la Bruno, surface Bruno agricole? on n'a pas parlé, mais derrière, il y a de l'économie. Et aujourd'hui, on l'a vu dans les bâtiments photovoltaïques, hein, il y avait des gens qui avaient la chance d'être à côté de lignes ou de transformateurs et de pouvoir se brancher. Puis il y avait des gens qui étaient en campagne, souvent loin de tout, et du bâtiment photovoltaïque, ils n'ont jamais pu en mettre. Donc là, on va être sur des mêmes choses où il y a des parcelles qui vont pouvoir se mettre et d'autres pas se mettre. Et sur un projet là où on est à peu près sur 300 hectares, on peut bien faire 3 projets de 100 hectares, ça va être beaucoup plus facile à étudier. Je ne suis pas sûr que en termes d'acceptation par le territoire, ça soit facile. Donc voilà, c'est un projet de territoire, donc il est plus on va entre guillemets mouiller d'éleveurs et intéresser des éleveurs, plus il sera facile à passer. D'accord. Bruno, peut-être on a discuté un petit peu avant cette table ronde. Vous avez un avis sur les terres aussi? Quelles terres on choisit quand on est éleveur? Quelles terres En on général, laisse à l'agrivoltaïsme? aujourd'hui, c'est les terres les moins productives qu'on prend pour justement pour réaliser ces projets. Par contre, il faut pour le renouvellement des générations. Donc les jeunes, si on leur met 15 hectares de panneaux photovoltaïques et qu'il y ait une rémunération bien cadrée avec le propriétaire et le maître d'œuvre, ça peut permettre de l'installation et éviter les blocages. Bon, on va parler de rémunération alors. Je compte sur vous, Bertrand, pour nous dire TSE, comment ça se passe avec, entre vous, énergéticiens, et puis les éleveurs, quel partage de valeur, et les propriétaires aussi. C'est un thème qui a été transverse par l'intervention des différents intervenants. La première réponse, c'est on sépare la situation du propriétaire et celle de l'exploitant. Nous, on nous fait porter une responsabilité énergéticien qui n'est pas la nôtre, qui est de garantir la pérennité de l'exploitation agricole sur les terrains sur lesquels on va s'installer. Donc, on est en incapacité de le faire, mais pourtant, on va le faire. Et on va le faire en collaboration parce qu'on sait que c'est bien pour ça qu'on travaille avec les chambres d'agriculture, avec les coopératives. C'est qu'à un moment donné, quand on s'installe 30 ou 40 ans sur une parcelle, le sujet de la transmission ou du renouvellement de l'exploitation va se poser de manière certaine. Peut-être vous pouvez expliquer déjà, il y en a peut-être qui ne connaissent pas ici, le bail emphytéotique. Quel type de bail avec entre qui et qui et quel modèle économique? Nous, on signe une convention aussi bien avec l'exploitant que le propriétaire. Et même si c'est la même personne, on va dissocier les sujets. Et c'est un des moyens qu'on a, qui est imparfait, hein, mais de garantir le fait que si l'exploitation s'arrête, le flux de l'exploitant s'arrête. Et après, on sait très bien qu'à un moment donné, on va aller se poser avec la chambre, avec la coopérative, d'abord parce qu'on sera, nous, en capacité d'identifier l'arrêt de l'exploitation, peut-être avant les autres, et pour pouvoir construire un projet de reprise d'exploitation avec les gens du territoire, du monde agricole, les SAFER, les chambres, etc., pour pouvoir remettre en place un projet d'exploitation agricole sur cette parcelle. Et effectivement, dans les cadres de transmission, comme vous l'avez très bien dit, il y a le fait d'avoir un complément de revenu qui est sécurisé dans le temps sur une période longue, ça peut permettre, dans une moindre mesure, de faciliter ou d'accompagner des projets de reprise parce que ça donne au moins un peu de visibilité sur le modèle économique de l'exploitation. Un jeune qui reprend une exploitation avec une structure agrivoltaïque, il va pouvoir toucher la moitié, donc, la moitié du loyer que vous donnez au propriétaire et à l'exploitant. À minima la moitié. Et en fait, selon les régions et les positions des chambres, oui, on va avoir un partage des flux entre l'exploitant et le propriétaire qui sera à minima 50% pour l'exploitant et qui peut aller jusqu'à 2/3. Est-ce que ça, c'est pas un moyen, alors peut-être je m'adresse à notre agriculteur et notre coopérant, est-ce que ce serait pas un moyen justement de lutter contre les problèmes fonciers et de faciliter la transmission? Et puis pour la continuité de l'élevage, hein, parce qu'autrement, l'élevage, il va faire que diminuer. Hein. Comment ça se passe? Oui, d'ailleurs, les éleveurs, peut-être Raphaël, vous avez de nombreux éleveurs. Comment ils vont, là, les éleveurs, en ce moment? Les éleveurs bovins vont mieux qu'il y a 3 ans, hein, on est d'accord. Donc la situation économique, même si les charges ont beaucoup augmenté, le produit bovin a beaucoup augmenté. Donc on est sur des situations économiques qui sont, même si c'est encore pas suffisant, mais qui sont quand même bien meilleures. Mais ça n'empêche pas la baisse de cheptel. Pour le moment,
l'augmentation des prix, ça fait 1 an et demi, 2 ans que les prix ont beaucoup augmenté. On a plutôt accéléré la décapitalisation, d'accord ? Parce que les animaux valant plus d'argent, une vache qui valait 1 500 € qui vaut 2005, celui qui en avait un peu de trop, il est plus incité à s'en séparer de quelques-unes si elle lui coûte un peu cher. Donc on a plutôt assisté à une décapitalisation. On était pendant 4-5 ans sur des départements comme l'Allier ou des départements comme la Creuse, le Cher, des moins 2%. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on est plutôt sur du moins 2,5, moins 3. Parce que voilà, malheureusement, la démographie, quand on regarde l'âge des capitaines des éleveurs, hein, 1/3 du cheptel bovin français est dans les mains d'éleveurs qui ont 55 ans et plus. Même si on nous demande de travailler plus longtemps, j'ai peur que d'ici 8-9 ans, ces gens-là, il n'y en ait plus beaucoup qui soient exploitants. Et donc, il y a 1/3 du cheptel qui va changer de main. Et quand les vaches valaient 1 500 €, il en faut 80 pour installer un éleveur, si peu importe, on ne va pas se battre sur le chiffre, il fallait 120 000 €. Maintenant, elles valent 2003-2005, il faut juste 80 000 € de plus. Donc, plus le financier qui se rajoute, des taux d'intérêt qui étaient à 1, qui sont maintenant plutôt à 4,5 et tout ça. Et ben aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est l'installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cumul de tous les investissements qui sont nécessaires pour installer un jeune en production bovine font que la plupart des banques prennent peur. S'il y avait un loyer, dans le cas de l'installation, assuré d'une quinzaine de mille d'euros, je pense que ça peut aider le banquier à prendre des décisions. D'accord. Donc c'est un argument d'attractivité peut-être pour les jeunes, l'agrivoltaïsme, pour s'installer. Sans parler d'attractivité, mais de sécuriser, on va dire, le revenu. C'est bien ce que tout le monde aujourd'hui demande, c'est de sécuriser. Donc le photovoltaïque, globalement, j'ai peur. Enfin, le soleil, il manque pas dans les années à venir. Hein, on en a plutôt toujours un peu plus. Donc aujourd'hui, si on regarde les bâtiments, tout ce qui a été fait sur les bâtiments, les projections dans un projet, moi j'ai un petit peu d'expérience, les projets sur le papier sont toujours beaux, la réalité est souvent moins bonne. Le photovoltaïque, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que tous les productions photovoltaïques sur les bâtiments sont tous meilleures que ce qui a été prévu au départ. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez sécurisé aujourd'hui. Oui. Jérôme Pavie, peut-être si vous avez déjà un mot à dire là-dessus. Et puis sur le partage de la valeur, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que ça vous paraît intéressant? Est-ce que ça vous paraît essentiel? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans la charte? Peut-être 50% pour le propriétaire, 50% pour le... Pour ce qui est de la répartition de la valeur, certainement qu'il faut arrêter un modèle de répartition un peu plus homogène que ce qui se pratique aujourd'hui. Parce que j'ai tendance à dire qu'à chaque développeur, sa formule. Et pour chaque développeur, encore des capacités de négociation individuelles avec chaque porteur. Donc, même nous, Institut de l'élevage, qui suivons beaucoup de projets et qui sommes en contact avec beaucoup d'entreprises, on a du mal à comprendre quelle est à sortir le modèle économique de répartition le plus juste et le plus intéressant. Ce que je voulais dire par rapport aux questions d'installation, c'est vrai que l'agrivoltaïsme, ça peut être perçu comme une opportunité de consolider les revenus des structures agricoles, notamment sur les productions allaitantes, qui sont les productions les moins rémunératrices pour les agriculteurs, qui nécessitent un capital important, faiblement rémunéré par l'activité de production. Et le problème de l'installation ou de la reprise de capital, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans la vache allaitante, c'était déjà le problème. On a du mal à rentabiliser cet investissement lourd qui est au départ. Donc pour des territoires où l'élevage allaitant est la production dominante, sur des terres agricoles à faible potentiel ou à peu d'alternatives agronomiques, c'est vrai que l'arrivée d'une activité d'énergie peut être un complément de revenu, une consolidation de la structure, un argument aussi pour la transmission et quelque part une voie de pérennisation de l'élevage. Je pense que dans certains territoires, c'est peut-être même la dernière chance qu'ils ont de développer. Alors après, quand on a dit ça, il ne faut pas être complètement dupe non plus. Il y a 11,5 millions d'hectares de prairies en France. On ne va pas faire 11,5 millions d'hectares de panneaux photovoltaïques. Enfin, j'espère. Hein. Parce que sinon, les problèmes d'intégration paysager, on va en avoir un petit peu. Hein. Donc, ça ne va pas être la solution pour tout le monde, mais c'est vrai que localement, pour certaines structures, pour certains territoires, ça peut apparaître comme une vraie opportunité. Alors après, là où je disais qu'il ne faut pas être complètement naïf, il y a aussi parfois des stratégies
de rémunération de retraite, avec des gens qui ont des projets très tardifs, qui prétendent faire de l'élevage quand ils n'ont jamais fait. On a connu ça. Et donc là, on peut se dire que vraiment c'est de l'habillage et que l'activité agricole n'est pas du tout garantie, quoi. Donc nous, notre boulot, c'est de veiller à ce que voilà, on travaille pour les éleveurs, pour l'élevage, que l'élevage et pour leur filière, que l'élevage perdure, avec quelque chose qui peut être un outil et pas une menace. Bertrand, peut-être sur ce qui vient d'être dit sur la transmission à des jeunes. Aujourd'hui, s'engager pour un jeune sur 30 ans sur de l'élevage, c'est peut-être pas toujours évident. Peut-être les nouveaux profils d'agriculteurs et peut-être même juste, c'est une question aussi de génération, peut-être avec l'engagement sur la durée qui est peut-être un peu moins long. Est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a une réversibilité dans ces projets? Est-ce qu'on peut repasser à de la culture? Est-ce qu'on peut changer, passer du bovin à l'ovin? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Est-ce que vos structures le permettent? Oui, alors il y a plein de questions dans cette question. La réversibilité, le fait de pouvoir passer de l'élevage en culture ou d'un élevage à un autre type d'élevage, oui, c'est indispensable. Et typiquement, quand on voit la façon dont sont structurés aujourd'hui, notamment les appels d'offres de la Creux, qui reste un moyen, même si c'est plus le moyen unique de vendre l'énergie qu'on produit sur l'agrivoltaïsme, on a cette contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, on va nous demander de pouvoir avoir une densité de panneaux sur un espace qu'on va installer suffisamment faible pour pouvoir faire passer les engins agricoles et envisager de pouvoir changer de type d'élevage ou de passer d'élevage en culture. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est parfaitement prévu. Là, sur le visuel, on ne voit pas bien parce que c'est pas évident d'avoir l'échelle, mais il y a 15 mètres entre les lignes de poteaux. Et donc on fait pas mal de choses. Alors évidemment, on ne fait pas passer un pulvérisateur de 30 mètres dans des systèmes comme ça si jamais on doit revenir en culture. Mais on est sur des solutions qui permettent de laisser passer un certain nombre d'engins mécaniques. Et après, les contraintes de changement on va dire de type d'élevage, si on doit passer de bovin en ovin ou l'inverse, c'est une question de paramétrage. Et finalement, nous, on sait assez facilement optimiser les points bas des panneaux quand on est dans les zones de pâture. Et tout ça, c'est un dialogue avec l'agriculteur pour savoir exactement à quel moment il va déplacer son cheptel d'une zone à une autre qu'on aura prédéfinie. Et ensuite, après, c'est du paramétrage. Donc ça se fait assez facilement. D'accord. On a parlé beaucoup d'énergéticiens, d'agriculteurs, d'exploitants, de propriétaires. Qu'en est-il un peu de la société autour? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Est-ce que vous parliez d'intégration paysagère? Les paysages changent déjà. On voit des éoliennes, on va voir de plus en plus d'agrivoltaïsme. Comment on discute avec la société? Est-ce qu'on met quelque chose dans la charte là-dessus? Alors, c'est une question, je commence, après je passerai le micro. C'est une question un peu multiple là aussi. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture a façonné les paysages de la France depuis des siècles. Donc aujourd'hui, ça continue, ça va continuer. Parfois en bien, parfois pas bien, mais ça, après le bien et le mal, c'est une question de perception. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture est confrontée à des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges, on le voit bien dans l'intervention de tout le monde, et donc a besoin de nouveaux outils, de nouvelles réponses. Ces outils en font partie, c'est peut-être une petite partie de l'équation, mais ils en font partie. Effectivement, il y a un sujet d'intégration. Chez TSE, on travaille avec des ingénieurs paysagistes qui sont en interne dans nos équipes et qu'on a partout dans les régions, qui nous permettent de travailler ça de manière très anticipée. On choisit, j'imagine, des endroits un peu pas trop visibles. On fait deux choses. On préqualifie énormément les terrains avant de les travailler et on essaye évidemment de se mettre le plus loin possible dans les enjeux de co-visibilité. Donc ça, c'est un travail assez invisible chez nous, mais qui est très important parce qu'on fait beaucoup de préqualification de terrain. On va pas parler à des agriculteurs tous azimuts. On va avoir des gens qu'on a énormément ciblés parce qu'on a fait un travail d'analyse sur cartographie, notamment avec beaucoup d'outils, qui nous permettent de dire que dans tel ou tel endroit, on va avoir des enjeux de co-visibilité qui vont être faibles. Ça, c'est la première réponse. Et après, la deuxième réponse, c'est dans le développement du projet, on va intégrer cette brique d'intégration paysagère à la fois avec des équipes en interne et on a signé un partenariat avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui est l'école référente en fait dans ces sujets en France. Je pense qu'on est le seul développeur photovoltaïque avec un partenariat de ce type. Donc c'est un sujet qui est hyper important pour nous et qu'on travaille vraiment de manière très concertée. Et après, la troisième réponse, c'est quand on arrive dans les réunions publiques, dans le territoire, quand on parle avec les collectivités territoriales, les services de l'État, nous, on y va rarement seul. Et en général, on a besoin que l'agriculteur vienne présenter son projet parce que c'est d'abord un projet agricole.
avec des outils, avec des évolutions de ces enjeux. Et ça, c'est important. Si nous, on a beau être une société ultra territorialisée, on sera toujours vu comme un étranger dans un territoire. Et donc, quand l'agriculteur vient porter ce message de quel est son projet agricole, pourquoi ces outils, pourquoi ça répond à une partie de ses besoins, le dialogue est beaucoup plus facile. Oui, et dans ce cas-là, les réponses en face, les gens sont sensibles à ces discours-là? Plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être tous les deux? Est-ce qu'aujourd'hui, le travail avec la société, discuter, est-ce que ça fait partie maintenant de votre travail, maintenant, à part entière, le travail d'éleveur et d'agriculteur? Ouais, enfin, je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs sont quand même bien intégrés dans leur milieu. Enfin, voilà, il y en a encore quelques-uns qui ont... Mais globalement, l'éleveur qui aujourd'hui va déposer un projet totalement farfelu et tout, je pense que ça va s'arrêter même avant... On a vu effectivement la CDP9, elle bloque tout. Je connais même d'autres projets qui se sont arrêtés même avant la CDP9. C'est-à-dire que la commune a carrément interdit le projet parce que c'était pas dans la vision de la communauté ambiante. Donc, moi, je vois pour le cas de centrales qu'on fait sur le site de la coopérative, l'exploitation de la coopérative, on a rencontré les gens dans des réunions d'information publique. Et voilà, quand le projet... quand les gens disent mais c'est où mais on n'y voit pas, c'est parce qu'aujourd'hui nous on avait une situation très particulière où on aurait pu faire, si en TSE ça n'a pas été le cas, mais des gens qui font des projets, on pouvait mettre 47 hectares de l'exploitation en photovoltaïque, donc avec du photovoltaïque au sol. On n'a pas été dans des solutions comme ça parce que c'est indéfendable vis-à-vis de... On est dans un milieu, dans un contexte, et c'était indéfendable. On a réfléchi et on est tombé sur une parcelle de 17 hectares qui se voit de nulle part. Donc, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des plaines où on a des vues sur des kilomètres et des kilomètres. Et aujourd'hui, cette parcelle, avec quelques aménagements paysagers, va se voir par des gens qui vont passer en voiture sur une départementale, peut-être pendant 200 mètres, mais c'est tout. Voilà. Donc on voit bien, là on a abordé pas mal de sujets, les paysages, l'intégration paysagère, la société, la rémunération, le foncier. Alors tous ces sujets-là pourraient faire l'objet donc d'une charte, on en parlait d'une charte bovine. Est-ce que vous, tous qui êtes présents ici, vous seriez prêts à vous mettre autour de la table avec des acteurs du monde agricole, de l'énergie, TSE, toutes les IDEL, tous ces acteurs-là pour réfléchir ensemble, pour aller un peu plus loin, à préciser tous ces points-là? Est-ce que ça vous paraît important? Tout à fait, c'est la première des choses à faire. Et puis ça intégrera aussi la profession agricole à ce milieu-là, parce qu'il y a encore une méconnaissance. Jérôme Pavie, juste un petit mot, le mot de la fin. Pour vous, ce serait quoi une charte bovine réussie? Parce que vous avez participé à la charte ovine. Peut-être. Oui, alors qui ne fait pas l'unanimité apparemment. C'était quand même la première, donc il faut quand même lui reconnaître d'avoir essayé de poser les choses. Ce serait quoi le critère de réussite? Moi, je pense qu'il faut que les chartes, d'abord, elles tirent un peu les projets vers le haut en termes de réussite d'infrastructure, de qualification, de protection par rapport aux risques de l'agriculteur, etc. Et puis que, bien sûr, il faut prendre dans ces projets-là à la fois l'intérêt des agriculteurs et l'intérêt des entreprises. Il faut que ce soit un système gagnant-gagnant, sinon on ne fera jamais rien. Donc il y a des points techniques d'architecture, de construction, etc., de visibilité, d'intégration, tout ça doit être vu. Mais je pense que le plus important, c'est quand même tout ce qui est le partage de la valeur, de l'intégration aussi avec les politiques de territoire, de bien faire comprendre que... alors, on parlait d'intégration paysagère. Quand on vit en campagne et qu'on n'est pas agriculteur, on voudrait que rien ne change, que le paysage reste tel qu'il est. Alors que si on le laisse aller tel qu'il est, demain, il n'y aura plus d'agriculteurs, il n'y aura plus de prairies, il n'y aura plus que de la broussaille. Donc, il faut accepter que les choses évoluent et changent. Et donc, je pense que dans une charte, il y a aussi cette dimension-là de clarification sur le partage de la valeur, d'intégration des politiques territoriales et des acteurs territoriaux pour porter ensemble des projets qui soient plus co-construits peut-être au départ, pour être finalement à la fin plus acceptés par l'ensemble des acteurs, y compris des riverains qui devront comprendre que peut-être que grâce à ça, ils auront encore une activité économique autour d'eux.
Merci beaucoup et merci à tous les quatre. Alors vous restez un petit peu parce qu'on a 10 minutes de questions possibles. Voilà, je vais faire passer le micro si vous avez des questions pour nos invités. Bon, bonjour messieurs, je m'adresse à vous. J'ai bien écouté et franchement votre charte elle me fait peur parce qu'ici je ne vois pas d'agriculteurs. Et une fois de plus on va mettre des choses en place sans que le milieu agricole, vraiment les gens de terrain soient confrontés à tout cet enjeu. Alors moi ce que je comprends en tant qu'agricultrice, c'est qu'il y a des gens qui vont aller chercher une petite plus-value sur le dos des agriculteurs, je le vois comme ça. Et qu'à un moment, quand on pense qu'il y a des agriculteurs qui veulent investir dans des panneaux photovoltaïques, qui vont être à la retraite ou qui sont à la retraite, c'est-à-dire qu'il faut bien que les gens sachent qu'un agriculteur touche à peu près entre 800 et 1000 euros de retraite par mois. Alors, il est bien évident que d'aller chercher une plus-value sur ses propres terrains, c'est important. Alors, à savoir aussi, et là je suis d'accord avec vous, c'est que les agriculteurs entretiennent le paysage. Mais il faut quand même laisser maximum de revenus à l'agriculteur. Vous ne pouvez pas faire sans eux. Je pense que... Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Je pense que c'était le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Je pense que dans cette table ronde, il y a un agriculteur membre d'une CDPENAF, un représentant d'une coopérative agricole, des gens de l'IDEL qui connaissent le monde élevage. Donc je pense que la concertation ne peut se faire qu'avec le monde agricole. C'est bien pour ça que nous, on travaille avec les chambres, on travaille avec les coopératives. Donc c'est forcément un dialogue qui va se construire. L'agrivoltaïsme démarre, je pense qu'on en est tous conscients, et donc il faut construire le modèle. Je sais que nous, on est très sensibilisés sur ce sujet de partage de la valeur. Pour moi, la charte, je vais vous dire, si elle doit exister, elle doit définir un cadre minimum qui garantit que les projets qui ne rendent pas de service à l'agriculture ne verront pas le jour, en fait. C'est bien ça le sujet. Et je pense que c'est une charte, entre guillemets, à minima, qui doit garantir un niveau en dessous duquel un projet n'est pas un projet agrivoltaïque et n'a pas de raison d'être, parce que ce n'est pas un projet agricole. Et il y a plein d'imperfections dans la loi d'accélération qui a été publiée là, mais il y a quand même une ou deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'elle définit un cadre à ce qu'est l'agrivoltaïsme, et ce cadre, il doit être strict. Et aujourd'hui, évidemment, la publication des décrets est un enjeu majeur. Et nous, on pousse pour qu'il y ait une définition extrêmement claire de qu'est-ce que c'est un service rendu à l'agriculture dans ces décrets d'application et comment est-ce qu'on va être capable de l'évaluer, de le mesurer, de le suivre dans le temps. Et ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que cette loi prévoit de donner au territoire les clés de décision parce qu'on met un avis conforme à la CDPENAF. Et donc la CDPENAF, c'est quoi? C'est la Chambre d'agriculture, la DDT et le territoire. Et donc on va être normalement en capacité de faire évaluer de la pertinence du projet agricole par le territoire et le monde agricole. Donc après, si vous n'avez pas les bons représentants dans la Chambre d'agriculture, il est temps de changer de vote. Une autre question? On peut en prendre une ou deux, je pense. Pas de questions? Bon, c'était très clair, apparemment. Je vous remercie beaucoup pour votre clarté, votre concision. On espère l'année prochaine se revoir, peut-être pour parler d'une charte qui aura abouti et dans laquelle, effectivement, les agriculteurs seront au centre pour défendre leurs intérêts. Merci.